Hybride. Hybride, parce que, en fait, c'est moins manichéen que ça. Il y a le meilleur des deux mondes, en fait. Et il y a, dans de l'appartement courte durée, il y a des choses fabuleuses à prendre. Et dans l'hôtellerie, il y a des choses fabuleuses à prendre. C'est un financier. Non, un hôtelier. Enfin, pas vraiment non plus, car il propose une offre d'hospitalité un peu différenciante. Mais il va nous raconter cela bien mieux que moi. Bonjour Grégoire Benoît. Bonjour Maxime. Avant qu'on parte sur ton parcours, je voudrais aussi que tu nous dises un petit peu où on est. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, on est dans un décor un petit peu particulier. Un peu particulier en effet, et je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. On est à Mériadec, à Bordeaux, dans une villa qui s'appelle Edgar Suite Bordeaux Mériadec, dans lequel on accueille des voyageurs depuis 2018. Donc c'est une maison qu'on a transformée pour pouvoir héberger justement des voyageurs, donc des familles, des collègues, des personnes qui viennent pour différents motifs. Mais on est très heureux d'être là aujourd'hui. Et moi, je suis très content de enfin enregistrer des épisodes à Bordeaux. Je suis beaucoup en déplacement et content d'être un peu dans ce marché local qui me plaît. Mériadec, j'avais déjà été l'année dernière avec First Name, pour ceux qui regardaient l'épisode avec Eric Momba. Donc là, cette fois-ci, on n'est plus vraiment sur de l'hôtellerie traditionnelle, on est sur un tout autre produit. Même chose, tu vas nous en parler. Je pense que pour mieux comprendre, c'est important qu'on sache un peu de ton parcours, toi, qui tu es et comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui. Ouais. Alors, Grégoire Benoît, j'ai 32 ans. Je suis cofondateur et directeur des opérations d'Edgar Suite, qu'on a lancé en 2016 avec mes deux associés, Maxime et Xavier. Et Maxime étant ton frère? Maxime étant mon frère. Et Xavier n'a aucun lien familial. Alors, il n'a pas de lien familial. Et Xavier, on l'a rencontré assez rapidement dans nos histoires entrepreneuriales, puisqu'en 2016 et même un petit peu avant, on monte avec Maxime une conciergerie. On gère des pieds-à-terre pour des propriétaires à Paris et à Bordeaux justement. Donc, on connaît plutôt bien Bordeaux depuis pas mal d'années. Et très vite, on se rend compte que gérer comme ça au quotidien des pieds-à-terre de propriétaires sans avoir la gestion à 100% de ces biens, c'est pas extrêmement simple. On s'est fait la main très vite, on avait près de 300 appartements en exploitation au bout de 12 mois. Donc, une période très excitante, beaucoup de travail avec justement, on attrape un peu ce virus de la location courte durée, de l'accueil des voyageurs. Et cet élément-là, on le partage très vite avec Xavier, qui a aussi sa conciergerie, et qui, lui, a une plus petite taille de conciergerie, mais qui est beaucoup plus structurée. Et ça, on trouve ça assez fabuleux quand on le rencontre, c'est à quel point il a réussi à processer une petite société comme ça, mais qui reste quand même très bien construite. Et on se retrouve en fait avec, même si nos chiffres d'affaires sont différents, bottom line, on voit qu'on fait la même chose. Alors que Max et moi, on transpire quasiment 7 jours sur 7, et on a besoin, comme ça, on voit qu'on peut associer nos forces. On pourrait créer Edgar Suite comme ça. Parce que vous, au début, enfin, toi, t'es pas du tout du métier, en fait. T'es pas du tout de ce parcours-là. Justement, c'est quoi? Je t'ai présenté un peu comme un financier dans les grands clichés, mais c'est quoi ton parcours éducatif? J'ai fait une école de commerce. J'étais à l'école de commerce de Grenoble. Et donc, je finis en 2016 Grenoble. Très vite, dans mes premières années là-bas, moi, je veux surtout découvrir le monde, en fait. Donc, la première fois que j'ai la possibilité de faire un stage, j'ai la possibilité de partir à Shanghai. Et à ce moment-là, en 2013, je veux absolument découvrir le monde. Et j'ai un focus, j'ai une lubie, c'est je veux aller en Chine. Et donc, j'ai réussi à trouver un stage là-bas. Et c'était encore dans cette idée de découvrir le monde. Je sortais de 2 tours d'Europe en 2 ans avec des copains où on avait fait plusieurs semaines comme ça. Et je voulais continuer à voyager, en fait, à découvrir. Puis arrive la césure au moment où là, il faut commencer à faire des choix qui sont autres que découvrir de nouvelles cultures, voyager, parler d'autres langues. Et à ce moment-là, je vais vers de l'audit. Et donc, pourquoi de l'audit? Parce que je me dis que j'ai besoin de découvrir aussi et mieux connaître le monde de l'entreprise. Et que le meilleur moyen, en fait, pour aller comprendre ce qui se passe, c'est d'être en audit et sur ce qu'ils appelaient du mid-market. Donc, c'est de la découverte en quelques mois d'une dizaine d'entreprises très différentes, des PME, des filiales de grands groupes, et de mettre un tout petit peu plus, de comprendre ce qui se passe, et évidemment d'avoir des bases d'Excel, d'avoir des bases de compta, d'avoir des bases d'analyse financière. Donc, ça m'intéresse, je passe 6 mois, fabuleux. Et dans ma deuxième partie de stage, je chope le virus de l'entrepreneuriat, en fait, et des opérations, parce que
je me retrouve à accompagner un fondateur d'une startup à New York qui veut développer le marché nord-américain pour des photomatons. Donc des photomatons digitaux que tu peux trouver sur des mariages, des événements, etc. Et là-bas, je travaille comme, je pense, j'ai jamais travaillé, et j'ai l'occasion d'aller sur des événements et de gérer des opérations aux quatre coins de l'Amérique du Nord et de participer à l'éclosion d'une startup européenne sur le marché nord-américain. Et je m'éclate. Je passe des moments qui sont extrêmement intenses et je récupère un peu ce virus-là en me disant, OK, je pense que c'est ça que je veux faire. Je veux avoir un impact direct. Je veux gérer des opérations. Je veux pouvoir travailler avec des clients, travailler sur cette notion de service client, d'offrir quelque chose et de le faire bien. Donc très vite, Max, qui monte sa conciergerie en parallèle, sur ma dernière année à Grenoble, je suis au Mexique et on commence à se dire, OK, il faut qu'on travaille ensemble. Lui, il a une force de frappe incroyable sur signer de nouveaux appartements. Il a le goût pour le design. Il a cette force de frappe-là. Et moi, la partie gestion, opération, recrutement, faire monter les équipes en compétences, c'est quelque chose qui m'éclate. Et lorsque on fait notre première entreprise, donc notre fameuse conciergerie, on gérait des pieds-à-terre, et qu'on rencontre Xavier, en fait, on crée une complémentarité. Il y a une complémentarité qui est juste parfaite. Max va signer et décorer. Xavier va être sur la partie légale, réglementaire, ça va être le CEO d'Edgar Suite, et moi, tout naturellement, dès qu'un projet est livré, c'est moi qui vais gérer avec mes équipes pour pouvoir assurer au quotidien une gestion qui est la plus parfaite possible, avec des séjours les plus positifs possibles. Et donc aujourd'hui, c'est encore comme ça que le trio de tête fonctionne sur la répartition. Exactement. 8 ans après, c'est toujours ça. On est toujours aux manettes et on est toujours aux manettes sur une répartition de ces sujets-là. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a encore 3-4 ans, on avait peut-être 12 casquettes chacun, donc c'était très large. Et ce qu'on a réussi à faire, et ce qui est une de nos plus grandes fiertés, c'est d'avoir recruté des talents, de les avoir fait monter avec nous, et d'avoir pu créer une entreprise où justement on a des collaborateurs et des collaboratrices qui sont à fond dans le projet et qui vont être nos relais internes, mais aussi parfois externes. Moi, un plaisir, c'est quand j'entends parler un de nos collaborateurs qui est arrivé, qui était assez junior et qui maintenant est responsable et qui commence à prendre la parole au nom d'Edgar Suite et qui utilise les mots qu'on a pu créer, le wording, tu sais, qu'on a travaillé toutes ces années. Tu te dis, j'ai le meilleur des ambassadeurs. Ouais, exactement. Exactement. C'est très, très fort. Et c'est un ressenti qui est vraiment génial. Complètement. Hop. J'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Peut-être que certains de nos hôteliers auditeurs connaissent Edgar Suite, probablement pas tout le monde. Comment est-ce que tu le pitcherais? Edgar Suite, on se qualifie comme une nouvelle génération d'appart-hôtel haut de gamme. C'est-à-dire qu'on va prendre le meilleur des deux mondes. À la fois le meilleur de la location courte durée entre particuliers, parce qu'on va créer cet espace cosy, confortable, où tu te sens comme à la maison. Et en même temps, on va y ajouter du service hôtelier, mais on va dire le meilleur des services hôteliers, un ménage professionnel, du linge que tu vas pouvoir retrouver dans des 4 et des 5 étoiles, une réception qu'on a digitalisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, être extrêmement présent et parfois être un peu digital et y apporter quelque chose de plus digital, on va dire, que dans un hôtel classique. Et faire surtout des choix forts. C'est-à-dire que dès 2016, on trouve notre premier immeuble. Donc, on passe cette période conciergerie où on se fait la main, entre guillemets, sur la courte durée. Et à ce moment-là, on trouve notre premier immeuble à Lourmel, dans le 15e arrondissement de Paris. C'est à 600 mètres du parc des Expos de la Porte de Versailles. C'est un immeuble de bureau qui est à moitié vide. Et cet immeuble, on le transforme en 17 appartements qu'on exploite dès début 2018. Et ces 17 appartements-là, on prend un bail auprès d'un propriétaire. Nous, à l'époque, on n'a pas les moyens de financer cette opération, ni de l'acquérir, ni même de financer les équipements, par exemple. Donc, ce propriétaire va tout financer de A à Z. Et nous, on va lui proposer un bail ferme de 12 ans avec un loyer fixe. Et avec une rentabilité qui est une rentabilité très élevée. Donc, pour ce quartier et pour le type de bien. Et donc, on démarre comme ça. Mais qui n'est pas une rentabilité que vous lui garantissez, que vous obtenez par les opérations. On lui garantit un loyer qui est fixe. Donc lui, il sait le montant qu'il a dépensé lorsqu'il a acheté, et il a un loyer qui est fixe avec une indexation qui est assez classique. Et donc, il a ce loyer fixe. Et nous, notre idée, c'est d'être une société rentable très vite. Donc, on n'est pas baqué par un fonds quand on commence. Et
on va, grâce au chiffre d'affaires qu'on va générer, à la qualité de nos opérations, à générer un chiffre d'affaires qui est assez important pour pouvoir avoir une société qui est rentable, commencer à recruter. Et face au succès qu'on a dès les premiers mois, on se dit qu'on a trouvé un peu la martingale sur cette partie-là. On a très vite plus que 9 sur 10 sur Booking.com. On a très vite un prix, par exemple, de la révélation de l'année d'Expedia, par exemple. Et très vite, on comprend que il y a quelque chose à faire sur ce métier-là. Et donc, on va dupliquer, fort de notre succès sur ce premier immeuble, on va dupliquer ce succès tout au long de nos premières années et jusqu'à attirer un fonds d'investissement. Donc, dès début 2021. Donc, il y a 3 ans et demi maintenant, BC Partners investit chez nous et nous propose d'aller créer quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire de commencer à acquérir nos premiers immeubles. On peut continuer évidemment à faire de la prise à bail et continuer à développer notre entreprise, mais il faut aussi que la survaleur liée à l'acquisition et à l'opération au quotidien, donc c'est-à-dire avoir des murs et fonds, ça soit encore plus bénéfique. Donc, à la fois, il va y avoir l'expertise et les moyens de BC Partners et la qualité de notre exécution quotidienne pour pouvoir créer en gros le meilleur des deux, c'est-à-dire avoir des murs et fonds. Voilà. Mais donc aujourd'hui, vous êtes propriétaire d'une partie de votre portefeuille? Aujourd'hui, on a 23 résidences qui sont soit en exploitation, soit en cours de transformation. Et dans ces 23 résidences, il y en a 5 aujourd'hui dont on est propriétaire. Le reste, c'est de la prise à bail. Mais on est sur une trajectoire où, de plus en plus, le pourcentage d'acquisition en termes de nombre de mètres carrés et en termes de nombre de résidences est de plus en plus important. C'est vraiment le cours de l'histoire pour nous. Ouais, très clair. Et alors, BC Partners, pour bien comprendre, ils continuent de vous aider à financer pour que vous soyez propriétaire. En fait, ils sont avec vous, associés dans cette construction, dans cette propriété. Exactement. D'accord. Exactement. C'est Edgar Suite qui achète l'immobilier grâce au financement de BC et aussi une partie d'endettement bancaire. C'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai que sur ce podcast, on parle beaucoup de services, mais aussi de comprendre comment est-ce qu'on en arrive d'un point de vue business, comment est-ce qu'on arrive à être rentable aussi le plus rapidement possible, à gérer l'immobilier. On sait qu'il y a beaucoup de charges aussi autour de ça. C'est vrai que souvent le conseil dans l'hôtellerie traditionnelle qu'on entend de plus en plus, c'est vraiment de séparer la partie fonds de commerce de la partie immobilière. Toi, tu es plutôt en train de faire le contraire. Aujourd'hui, maintenant que tu as un peu plus de recul, est-ce que tu es convaincu que c'est une bonne solution? Est-ce que tu es encore un petit peu perplexe? Non, je suis parfaitement convaincu que c'est une très très bonne solution qui a aujourd'hui, on est dans une période un peu spéciale quand même, de crise profonde de l'immobilier commercial. Et nous, on ne transforme que de l'immobilier commercial, c'est-à-dire des anciens bureaux et des anciens hôtels. Et aujourd'hui, il y a énormément de cet immobilier qui est ou vacant ou qui est en fin de cycle. Donc, c'est-à-dire que typiquement en hôtellerie, alors tu connais encore évidemment mieux que moi, mais en hôtellerie, il y a beaucoup d'hôteliers, on va dire un petit peu à l'ancienne, avec des hôtels qui sont fatigués, qui n'ont plus les moyens de rénover leurs bâtiments, leurs hôtels, et avec le système de notation qui est de plus en plus fort. Aujourd'hui, on voit à 85 à 98% des clients regardent la note moyenne des hôtels. Avant les étoiles, avant le classement hôtelier. Avant le classement hôtelier. C'est une révolution qu'on vit dans l'hôtellerie. Et tous ces hôtels qui sont fatigués, ils ont besoin de repreneurs, et ils ont besoin de repreneurs, et il y a aujourd'hui des affaires à faire, à la fois sur l'hôtellerie, mais aussi sur les bureaux qui sont de plus en plus vacants quand on n'est pas dans un quartier qui est extrêmement central et qui est propice aux bureaux. On voit qu'il y en a énormément aujourd'hui qui sont à transformer et sur lesquels les propriétaires n'ont plus vraiment de moyens d'action parce qu'ils n'ont plus de preneurs. Donc, moi, je suis parfaitement convaincu que l'acquisition et la création de valeur à travers la création d'un fonds de commerce, ça va permettre de générer le 1 plus 1, il va pas faire 2, il va faire plus que ça. Et c'est notre thèse de départ, et on continue à penser que c'est évidemment la meilleure trajectoire pour notre entreprise. Ouais, très clair. C'est quoi aujourd'hui un peu le bilan de l'entreprise? Donc, tu as dit 23 résidences, c'est ça? Ouais. Combien de surface, quelle ville, combien d'employés, un petit peu qu'on comprenne le volume que ça représente. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 300 appartements en exploitation et presque 300 qui sont en cours de transformation. Donc on est sur une partie où on a exploité historiquement des immeubles qui étaient plutôt entre 600 mètres carrés et 1500 mètres carrés. Maintenant, on passe sur des immeubles qui vont jusqu'à 5000 mètres carrés. Donc plus grande taille, avec une transformation vers des objets plus importants. Donc 23 résidences, près de 600 appartements d'exploitation. Nos appartements, c'est en moyenne des T3, donc 2 chambres. On est présent à Paris,
dans plusieurs villes très proches de Paris, en région parisienne. On est à Lille avec 2 immeubles. On est à Bordeaux aussi, avec un nouveau projet aussi qui va arriver à côté de la gare Saint-Jean, qui va être assez spectaculaire. On lance notre premier immeuble à Cannes cet été. Et on a des projets qui sont très avancés dans des villes comme Lyon, Marseille ou Nice. Donc, notre spécificité, c'est de vouloir être le leader, en fait, de cette nouvelle génération d'appart-hôtels haut de gamme, partout dans les capitales régionales françaises. Donc, vraiment, la cible marché, c'est urbain. Urbain, exactement. Et la typologie de clientèle, quelle est-elle? Alors, urbain, c'est important parce que on a fait des choix forts, on en parlait tout à l'heure. Pas de réception physique, donc pas de desk hôtelier, parce que la file d'attente, le fait de donner sa carte, de redonner sa pièce d'identité au check-in et devoir attendre que le ou la réceptionniste ait terminé son travail, tout ça prend un petit peu de temps. Donc pour faire simple, on a digitalisé tout ça avec un système où on va prendre toutes les informations avant le séjour pour pouvoir offrir de la flexibilité lors de l'accueil et lors du check-in. Et pareil, pas de F&B, donc pas de restauration, pas de bar à cocktail dans nos résidences, mais une expérience locale qu'on va vendre. On veut que nos voyageurs ils soient acteurs de la ville. Donc c'est important, comme tu disais tout à l'heure, que ce soit urbain, qu'on soit dans les centres-villes, puisqu'on veut qu'à quelques dizaines ou quelques centaines de mètres, on puisse nous créer des partenariats avec la super boulangerie, le restaurateur, l'épicerie locavore, que nos voyageurs ils connaissent le marché extérieur où ils vont pouvoir faire les courses comme s'ils étaient des locaux. Donc pour nous c'est important d'être en cœur de ville. Ça c'est vraiment un sujet qui est prioritaire. Et après d'offrir cette expérience qui est la plus qualitative possible pour que nos voyageurs, qui sont majoritairement, on a 3 types de voyageurs. On va avoir beaucoup de familles qui vont venir chez nous, qui vont apprécier le fait d'avoir le confort d'un chez-soi, encore mieux, en designé et avec quelque chose d'agréable, avec le sentiment d'aller un peu chez son cousin français qui a du goût. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de créer, de casser la standardisation pour aller vers la personnalisation et avoir, par exemple, du mobilier de seconde main. Ça, c'est vraiment très important. Donc les familles sont très sensibles à ça, notamment des familles avec des enfants en bas âge. On prend souvent l'exemple d'un couple avec 2 enfants en bas âge. L'hôtellerie est pas forcément parfaitement adaptée aujourd'hui à ces besoins-là. Pas de cuisine, pas vraiment de lieu pour se réunir, le lobby de l'hôtel ou le restaurant, c'est pas forcément très adapté. Donc beaucoup de familles viennent chez nous, c'est le premier type de clientèle. Deuxième type de clientèle, ça va être des collègues, des professionnels qui vont venir pour un événement, pour une formation, et qui vont apprécier le fait de chacun avoir leur chambre, chacun avoir leur salle de bain, mais d'avoir un lieu comme ici, avec un salon, la possibilité de télétravailler, de faire des réunions, d'accueillir parfois aussi des clients, et surtout de pouvoir passer un bon moment, de pouvoir se réunir le soir. Donc de plus en plus, effectivement, on a de plus en plus de collègues qui apprécient ce fonctionnement-là. Et enfin, c'est la clientèle qu'on qualifie de bleisure. Donc c'est la contraction de business et de leisure. Donc c'est des personnes qui vont avoir des motivations de venir juste pour du loisir et qui, en fait, vont travailler dans cette destination parce que chacun de nos appartements a une fibre internet par exemple, donc c'est très facile de télétravailler. Pour l'anecdote, j'ai fait un épisode que sur le bleisure qui était mon 2e épisode, donc ça nous remonte à longtemps, en 2021 avec Maxime Besnier. Pareil, je renvoie les auditeurs vers cet épisode-là. On parle bien un petit peu du concept qui à l'époque tout le monde ne le connaissait pas. C'est vrai que maintenant ça devient très ancré même dans les pratiques d'entreprise, avec le remote post-Covid aussi, des gens qui viennent travailler dans leur destination mais qui se déplacent avec leur famille et qui le soir vont faire autre chose, le week-end vont faire autre chose. Exactement. Donc tout se mélange et on a des besoins qui n'ont plus rien à voir. Exactement. Les besoins sont différents, les modes de travail, le mode de travail a beaucoup évolué et c'est vraiment de plus en plus intéressant. On voit que la part de bleisure nous a beaucoup augmenté là ces 2-3 dernières années. Et donc c'est une nouvelle clientèle qu'on va adresser. Et dans notre clientèle, on a 80% de nos voyageurs qui sont quand même étrangers. On va avoir uniquement 20% de Français. Donc ce qui est passionnant, c'est de pouvoir accueillir des personnes du monde entier dans des cœurs de ville et de se retrousser les manches pour aller casser, et c'est ce qu'on a toujours essayé, c'est de casser les codes du français un peu bougon et pas toujours très accueillant justement. Ou accueillant. Donc pour ça, on a créé Edgar, qui est ce personnage qui va discuter avec les voyageurs, qui va personnifier en fait la marque. Et Edgar, il va parler plusieurs langues, il est très sympathique, il va aussi casser les codes en étant
pas trop obséquieux. Donc, il va créer une relation qui va être à la fois friendly, mais extrêmement professionnelle et respectueuse. Donc, on va jongler un peu là-dessus. Et nous, c'est notre plus grand plaisir, en tout cas moi à titre personnel, de gérer au quotidien plusieurs immeubles dans lesquels, quand j'arrive le matin, moi je lis nos commentaires des dernières 24 heures. C'est mon rituel. J'ai le même rituel depuis des années. Et c'est le même plaisir, en fait, quand tu crées une nouvelle résidence. Là, par exemple, on vient de créer une nouvelle résidence à Paris, dans le Marais, dans lequel on a mis beaucoup d'énergie. Et les premiers retours des clients sont dithyrambiques. C'est-à-dire que on a des voyageurs, beaucoup de Nord-Américains, et l'avantage, surtout des Américains, c'est quand ils mettent un commentaire. C'est très haut, très bas, mais il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas vraiment de juste milieu, il n'y a pas beaucoup de nuances. Mais là, quand il y a des amazing et que tu vois 5 fois amazing dans un commentaire qui est ton premier commentaire, voilà, ça, moi, c'est ce qui m'anime au quotidien, c'est de créer des expériences de voyage qui soient fabuleuses et de trouver un moyen de donner plus que ce qui était attendu par les voyageurs. On va avoir des notes qui vont nous permettre d'avoir un référencement élevé. Aujourd'hui, quand tu regardes notre page Booking, on a 9,5 sur 10 de moyenne. Donc, c'est un marqueur qui est fort. Et ce 9,5 de moyenne, c'est pas juste un pin qu'on a, c'est que ça permet d'accueillir beaucoup plus de voyageurs satisfaits. Plus de voyageurs satisfaits, c'est aussi plus de plaisir pour nos équipes, parce que nos équipes, elles peuvent se concentrer sur la satisfaction de nos voyageurs, pas à traiter les 1001 problèmes quotidiens. Alors, on en a des problèmes, évidemment, il y a des choses qui fonctionnent pas. Mais on fait au mieux avant pour que les voyageurs ne voient que ce qu'il y a de positif et que ce soit une expérience sans souci. Donc ça, c'est vraiment ce sur quoi on travaille très dur au quotidien. Alors, je sais pas si je peux te poser la question comme ça, mais qui est Edgar? Est-ce que c'est un chatbot? Est-ce que c'est toi qui prends le téléphone? Est-ce que ce sont tes équipes? Tout le monde se présente sous Edgar? Comment ça se passe? Edgar, c'est un humain, mais c'est plusieurs humains. C'est des hommes, des femmes, des Français, des étrangers. C'est pas mal de personnes en même temps, mais c'est un même ton et une même sympathie qu'on va créer et un même rapport agréable qu'on va créer avec nos voyageurs. Donc aujourd'hui, on a créé une équipe, je te parlais tout à l'heure, qui s'appelle Réception Digitale. Donc cette équipe, elle est pas dans nos résidences, elle est remote, c'est-à-dire qu'elle est en dehors de nos immeubles, mais la plupart vont être au bureau. Et depuis ce bureau, on va traiter comme ça les besoins des voyageurs. Et ce métier de réception digitale, il va être relativement proche d'un ou d'une réceptionniste classique d'hôtel, sauf qu'on va y ajouter du management des équipes terrain. On a créé un autre rôle qui est le rôle de l'intendant. L'intendant, c'est la personne qui va faire du ménage, donc entre guillemets la femme de chambre en hôtellerie, mais qui va aussi accueillir les voyageurs. Nos voyageurs, aujourd'hui, ils sont accueillis. Donc Edgar, il a... Dans toutes les résidences, même le bâtiment où il y a finalement juste un grand appartement, il va y avoir un intendant pour t'accueillir. Exactement. Alors là où on a ici, c'est assez particulier parce que c'est une villa qui va être une villa indépendante. Mais aujourd'hui, notre trajectoire, c'est vraiment d'avoir uniquement des immeubles. Et dans ces immeubles, on a du personnel qui va travailler toute la journée. Et donc, il va pouvoir accueillir et avoir ces personnes-là qui sont intendants, qui vont gérer nos stocks, l'accueil, les parties communes, etc. C'est la présence d'Edgar, en fait. Ça va être le sourire d'Edgar Suite pour nos voyageurs. Et donc, nous, ce qui nous importe, c'est que les clientèles dont je t'ai parlé tout à l'heure, les cibles qu'on va avoir, ils apprécient d'avoir cet accueil où il y a une personne qui descend, qui va porter leurs valises, qui va leur montrer les 2-3 éléments. Typiquement, dans chacune de nos entrées, on a un QR code avec le Wi-Fi et juste à côté notre manuel de maison avec toutes les recommandations d'Edgar. Et donc, on aime bien en fait créer cette humanisation. Il n'y a pas de chatbot qui répond à nos voyageurs, c'est 100% des humains. Et l'accueil, c'est fait 100% par des humains. Donc l'esprit Edgar Suite, c'est d'automatiser le plus possible grâce à l'aide de la technologie. Aujourd'hui, on a tout un tas de briques technologiques différentes pour automatiser, pour faciliter le quotidien de nos équipes, pour qu'ils se concentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Mais en même temps, on va mettre de l'humain là où c'est vraiment nécessaire, c'est-à-dire le sourire quand on accueille et à distance pour pouvoir discuter et gérer avant, pendant et après le séjour de chacun de nos voyageurs. Tu parles de briques digitales notamment. Pendant le parcours au sein de la résidence Edgar Suite, le client, s'il a besoin de l'intendant, c'est un appel classique, c'est un WhatsApp, est-ce qu'il y a un outil dédié? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez déjà des boutons un peu raccourcis pour lui faire gagner du temps, comme on le fait maintenant dans certains hôtels? Comment ça marche? Exactement. Dans le QR code dont je t'ai parlé, donc il y a un QR code Wi-Fi et l'autre QR code est manuel de maison et contacter Edgar. Et donc, c'est un chat qui est très rapide où ils vont pouvoir rentrer directement sur l'application et discuter directement avec nous. Et notre réception digitale 24/7 va pouvoir répondre dans des temps records aux besoins de nos voyageurs. Donc, tu viens d'arriver chez nous, tu rencontres un souci lié à quelque chose, tu vas nous écrire et nous, on a tout un tas de scénarios différents, mais si c'est un voyageur qui vient d'arriver et que c'est un sujet qu'on considère comme urgent, dans les 10 minutes, on va répondre
à la demande du voyageur. Et l'avantage d'avoir des intendants présents dans nos résidences permet de très vite solutionner le problème. Donc, s'il y a un léger problème de maintenance, nos intendants sont formés à ça. Et dans le quart d'heure, ils vont pouvoir venir et régler le problème. Donc, en fait, c'est ta réception digitale qui traite toutes ces demandes. C'est vraiment le standard. Exactement. Et derrière, ils vont dispatcher peut-être à l'intendant si jamais il y a une urgence et qu'il faut se déplacer. Exactement. À l'intendant qui est sur le terrain. Et sinon, on a une équipe d'artisans qui vont pouvoir intervenir. Si c'est une maintenance de niveau, on va dire, de rang 2, à ce moment-là, c'est eux qui vont intervenir. D'accord, donc tu as aussi classifié un petit peu la gravité des situations et la technicité que ça demande. Changer une ampoule, c'est mon intendant. Par contre, je sais pas s'il faut percer un trou, peut-être qu'on va faire appel au niveau 2. Exactement. C'est exactement ça. Tout ce qu'on peut enregistrer, et c'est aussi l'intérêt de notre métier de réceptionniste digital. Aujourd'hui, on n'a pas de problème de recrutement sur un métier qui est pourtant un métier qui est en tension. Parce que ils ont un métier qui est extrêmement polyvalent. Ils vont gérer nos voyageurs, ils vont staffer et manager nos équipes d'intendants qui sont sur le terrain, mais aussi ils sont responsables de l'expérience voyageur. Donc tout ça, on demande en fait du stagiaire jusqu'au responsable de la réception digitale, toutes et tous, ils ont l'obligation de documenter, d'améliorer. On a des pages aujourd'hui qui sont construites avec une espèce de bible interne et systématiquement on va mettre à jour. On peut toujours s'améliorer et on recrute des personnes qui viennent d'horizons différents, qui ont des expériences différentes. Il y a aujourd'hui 8 ou 9 langues parlées différentes parce que on a pas mal d'internationaux qui viennent. 80% de nos voyageurs sont étrangers. Donc, le langage qu'on parle le plus dans ces équipes, c'est l'anglais, par exemple. Et donc, pour ça, cette diversité culturelle de personnes qui ont du goût comme ça, évidemment, pour l'accueil et pour le voyage, ça va permettre de créer en fait le meilleur de cette hospitality internationale. Et je vais encore au bout de ça, parce que je trouve que c'est très intéressant ce que vous avez réussi à faire d'un peu d'externaliser, c'est pas externaliser, mais c'est décentraliser l'accueil digital. Ces personnes-là, elles travaillent de chez elles en remote, ou est-ce qu'elles vont dans un bureau à Paris pour traiter toutes les informations du reste de la France? On a une équipe qui va au bureau la journée, 5 jours sur 7, voire parfois même 7 jours sur 7, avec des shifts différents. Mais on aime beaucoup cette idée d'avoir une équipe qui soit ensemble avec merci beaucoup pour ce côté en fait on a ces réceptionnistes qui ont travaillé en hôtellerie et sans critique totale de l'hôtellerie, il y a des modes de management qu'on a totalement transformés. Beaucoup plus d'horizontalité, chacun et chacune ont leurs voyageurs, ont leur résidence à gérer et il n'y a pas un système de verticalité, ce qui est très apprécié. Et ils apprécient aussi qu'ils aient des shifts, qui soient des shifts réels dans un bureau avec une équipe internationale, une ambiance qui est extrêmement agréable pour venir davantage au bureau et pour créer, pour échanger, pour pouvoir en fait créer la meilleure expérience voyageur possible. Donc on a beaucoup d'équipes, une partie de nos équipes qui est au bureau, une autre partie qui est une équipe remote pour pouvoir répondre avec des différents fuseaux horaires par exemple, mais globalement voilà, on est une équipe assez diverse et internationale. Digitale. Là, c'est extrêmement intéressant. On comprend bien donc l'expérience client et derrière l'expérience collaborateur. Tu as parlé aussi d'outils technologiques. En fait, il y a plein de sujets qui m'intéressent. Je sais pas si on arrivera à tous les couvrir là-dedans, mais dans ce que tu dis, et je le synthétise comme ça, l'outil digital, il automatise, il vous fait vraiment gagner plein d'étapes dans le parcours collaborateur. Par contre, le cœur de métier qui est l'accueil, vous l'humanisez, vous laissez un humain et en même temps, ça vous donne assez de souplesse parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir une personne qui soit 24 heures sur 24 sur le lieu, elle est disponible. Et justement, peut-être c'est la limite du service. Ça veut dire que si je suis dans ma résidence et que je veux quelque chose à 4 heures du matin, c'est là où va s'arrêter la limite du service. C'est qu'il y a que des horaires de couverture. J'imagine l'intendant peut pas être là 24 sur 24. On a une présence 24/24 partout où c'est nécessaire. Aujourd'hui, quand on est établissement recevant du public, on doit avoir une présence 24 heures sur 24. Donc, on arrive à l'avoir, mais effectivement, les voyageurs entendent que Edgar et que son équipe, ce sont des humains. Et donc, qui vont avoir des réponses de très très bonne qualité de 8h à 23h, avec une présence possible. Et après, c'est plutôt un système d'astreinte. Par exemple, votre veilleur de nuit en hôtellerie, vous n'allez pas toquer à sa porte toutes les 2 secondes pour lui demander quelque chose. C'est des choses qui sont un petit peu différentes. Mais effectivement, ça c'est compris. Et aujourd'hui, on est capable d'intervenir si besoin 24 heures sur 24. S'il y a des systèmes d'urgence, si on est un niveau, on n'est pas au niveau 2, on est plutôt au niveau 3 ou 4 d'un problème majeur, là on a une intervention 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais effectivement, si il y a un petit problème de Wi-Fi à 3 heures du matin, le voyageur peut entendre que ce sera
régler entre 8h et 9h à l'arrivée du premier intendant. Bien sûr. Et en effet, je pense que si c'est peut-être dans le positionnement et comment vous justement vous voient vos clients qu'il y a un changement. On n'est pas non plus dans un palace où on s'attend à pouvoir lever la main à 5h du matin et avoir une réponse immédiate. Justement, cette question du positionnement, si je mets Airbnb d'un côté du prisme et l'hôtellerie et peu importe la gamme, on va dire l'hôtellerie assez haut de gamme de l'autre, où est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que vous êtes un hybride? Est-ce que vous avez quelque chose complètement à part? Comment est-ce que tu te places? Hybride. Hybride, parce que en fait, c'est moins manichéen que ça. Il y a le meilleur des deux mondes en fait. Et il y a dans de l'appartement courte durée, il y a des choses fabuleuses à prendre. Et dans l'hôtellerie, il y a des choses fabuleuses à prendre. Et nous, l'idée, c'est de prendre le meilleur de ces deux mondes-là. Donc, on est des hôteliers parce qu'aujourd'hui, on gère des bâtiments entiers, on a des équipes spécialisées, on est des professionnels. Et en même temps, on veut garder l'âme, le côté cosy et confortable et designé qu'on peut retrouver dans un appart loué entre particuliers, fait par quelqu'un qui a du goût. Ouais. Je sais pas si je réponds non, mais ça répond en fait, ça répond tellement bien que j'ai envie de séjourner dans un de tes établissements. Si certains de nos insiders, écoute, avec plaisir. Alors, j'ai découvert, mais c'est vrai que ça donne envie. Pas forcément à Bordeaux, y vivant, mais peut-être sur une prochaine destination, avec plaisir. Avec plaisir, évidemment. Si parmi nous, on a des insiders qui aimeraient aussi en profiter, est-ce qu'on peut leur proposer un petit quelque chose? Bah, tu l'as dit, insiders. Mettons ce code. On va mettre ce code promo là. Okay. À partir de demain. Donc là, l'épisode va être, j'imagine, diffusé plus tard. Ouais, donc, je pense que ça sera en place. On va mettre Insiders sur notre site internet, edgarsud.com, et ils vont sur notre site, ils mettent le code Insiders et ils auront une réduction sur le meilleur prix de la période. Incroyable. Comme ça, ils auront bien fait d'écouter et de rester jusque-là. Jusque-là, si vous êtes encore là, mettez Insiders et vous. Merci à tous si vous êtes encore là. Un grand vous merci. Pouvez découvrir. Exactement. Edgarsud, merci beaucoup. Je voudrais quand même qu'on peut-être, c'est pas des zooms, mais c'est approfondir sur d'autres choses. Tu l'as dit un peu en filigrane tout au long de la conversation. T'as parlé de mobilier seconde main. T'as parlé de cette notion un petit peu d'écologie. Donc moi, j'aimerais bien qu'on parle immobilier, hospitalité, écologie. À quel moment est-ce que vous avez intégré ce troisième pilier dans les deux précédents dans votre réflexion? Dès le début. Pour nous, c'était important de faire mieux que ce qui se faisait actuellement dans les locations courte durée et dans les hôtels. Et donc très vite, avec Max et Xavier, on prend le parti de faire des choix qui sont des choix forts et qui permettent d'avoir une empreinte la plus limitée possible. Et donc, pour ça, évidemment, dès qu'on commence, pas de plastique à usage unique. Tout ce qu'on va pouvoir transformer avec des matériaux nobles, on va le faire. Pour la décoration, très vite, on prend du mobilier seconde main pour donner de l'âme, mais aussi pour limiter l'impact de la décoration sur le bilan carbone de nos résidences. Ça, c'est très important. Et on va faire des formations pour nos équipes, nos intendants, nos réceptionnistes digitaux, mais tout le reste de nos équipes sont formés à tous ces sujets-là pour que ce soit intégré au quotidien, mais aussi nos voyageurs avec beaucoup d'incitations qu'on va faire dans nos appartements pour que les cultures sont très différentes dans le monde entier. La notion très basique de tri ou d'utilisation de l'énergie, elle est très différente. L'idée, c'est de les pousser et d'avoir aussi des outils qui permettent de les inciter à faire beaucoup mieux. Donc, on prend ce parti-là dès notre première résidence en 2018 et on suit ce chemin-là en étant de plus en plus assertif sur ce sujet-là pour à la fois avoir de l'immobilier transformé avec les matériaux les plus propres, des FF&I, donc on va dire de la décoration la plus propre possible. Mes insiders sont sensibles au FF&I. On a fait un épisode avec Sébastien Rolland-Suidi. Je les renvoie vers cet épisode-là. Exactement. Exactement. Donc voilà, ça c'est un moyen aussi qu'ils aillent écouter un autre épisode. Ouais. Et évidemment sur le fait de créer des voyageurs qui sont acteurs de la ville. Donc les partenariats dont je te parlais tout à l'heure, on fait des partenariats aussi avec ceux qui sont dans le bon axe, ceux qui jouent le jeu. Donc on va aller vers l'épicerie, le caveur sympa, le marché extérieur, le restaurateur qui va avoir quelque chose de local et en même temps de très bon. Donc tout ça, on va le mettre en musique pour créer quelque chose qui est le plus poussé possible. Alors c'est jamais parfait, mais on va pousser ça assez loin. Et depuis 2 ans, on s'est mis davantage entre guillemets de contraintes en travaillant sur des labels. Et donc il y a un label pour l'immobilier qui s'appelle BREEAM, par exemple. Pareil. BREAM, je connais. BR2EAM. Ouais. C'est ça. Qui va pousser le plus loin possible les transformations immobilières les plus propres possibles.
Pour l'hôtellerie, les auditeurs, les auditrices et les hôteliers connaissent Clé Verte, par exemple. Donc, vous avez le droit d'être labellisé Clé Verte, malgré votre positionnement justement hybride. Exactement. Nos appart-hôtels aujourd'hui on a eu un premier immeuble dans le premier arrondissement de Paris qui a été labellisé Clé Verte l'an dernier. Donc, super nouvelle, on a travaillé très dur. Et cette année, on passe le reste de nos appart-hôtels Clé Verte. Donc, c'est un gros travail qui est mené actuellement par nos équipes, que je salue d'ailleurs et que je remercie parce qu'ils font un énorme travail là-dessus. Génial. Donc, on va pousser ça beaucoup plus loin. Et en fait, ce qu'on aime, nous, dans ces labels, c'est que ce sont les meilleurs sur des sujets RSE qui vont vous pousser à faire beaucoup mieux. Vous avez des grilles, Clé Verte, c'est 119 critères, par exemple. Donc, imaginez, pour votre immeuble, il y a 119 critères que vous allez devoir remplir. Alors, il y en a des conseillés, mais il y en a qui sont obligatoires. Et Clé Verte est intransigeant. Si vous remplissez pas les, je crois, 70 obligatoires, vous n'êtes pas Clé Verte. Donc, labellisation Clé Verte pour l'hôtellerie. Et après, on a poussé encore plus fort en entamant une démarche B Corp, donc Benefit Corporation, qui est un label RSE anglo-saxon et qui est le label RSE numéro 1 dans le monde et qui est extrêmement reconnu et qui va valider l'ensemble de nos actions qui vont être menées sur les différents piliers RSE. Et donc ça, la très bonne nouvelle, c'est qu'on a appris la semaine dernière qu'on avait la labellisation B Corp. Wow. Donc c'est un énorme travail. Et je remercie encore une fois nos équipes parce que ça a été un gros travail qu'on a mené. Et ce qu'on aime là-dedans, c'est qu'on va être systématiquement challengé. On est entreprise à mission depuis près de 2 ans. On est maintenant B Corp, on est Clé Verte. Mais Clé Verte, par exemple, tous les ans, ils reviennent faire un audit. Donc, vous devez en fait systématiquement vous améliorer et les grilles, elles évoluent d'une année à l'autre. Donc, c'est de plus en plus poussé et c'est à nous d'anticiper et de faire toujours mieux sur tous ces sujets-là. Donc, c'est très fort et c'est très important. Et ce que j'aime aujourd'hui, je te parlais tout à l'heure de nos collaborateurs quand ils parlent des Leadersuite, là, c'est aussi qu'on va recruter des personnes qui sont super sensibles à ce sujet-là. Qui sont alignés avec ça. Bien sûr, la plupart des personnes qu'on va recruter, ils ont entre 23 et 35 ans, je dirais. Et c'est un sujet, moi je pose la question à chaque fois, j'ai recruté une bonne partie de nos équipes, et je demande systématiquement dans les premières questions, pourquoi tu as postulé chez Leadersuite, qu'est-ce qui te plaît chez nous? Et systématiquement, et au début je le sentais pas comme ça, ils me disent, moi je veux travailler dans une entreprise à impact. Et c'est un peu galvaudé, à impact, qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué de mettre des mots dessus, mais c'est un ressenti. Et donc, c'est les personnes qui ont une appétence pour ces sujets-là, qui ont envie de travailler dans une entreprise qui est respectueuse de ces sujets-là et qui va être encore plus, qui va nous pousser, nous, fondateurs historiques. Donc, c'est pas juste l'uni des 3 fondateurs qui vont vouloir mettre de la RSE dans leur entreprise, c'est nos collaborateurs qui vont nous pousser aussi au quotidien en disant, attends, mais Grégoire, je sors une idée la semaine dernière, il me dit, mais ça, tu crois que ça passe? Et non, franchement, ça passe pas du tout dans notre grille. Très bien, tant mieux, être challengé par nos propres collaborateurs sur des sujets qu'on avait amenés à l'époque, c'est fantastique. Complètement. Ce que je trouve génial, c'est au-delà de l'expérience client que vous proposez, qui est certes intéressante et hybride, mais c'est cette expérience collaborateur-là, parce que engagée, parce que valeur forte, et si tu fais un recrutement et un tri sélectif, si on peut dire comme ça, assez naturel de personnes qui sont passionnées. Et moi, les hôteliers que j'accompagne, je les pousse vraiment à mettre ça en avant, ces marqueurs, parce que on attire des collaborateurs qui nous ressemblent. Et là, ça se ressent énormément. T'es passé très vite comme si c'était une banalité sur entreprise à mission. C'est pas du tout commun d'être entreprise à mission. J'ai eu Solène Auréa-Davis de Oco Hotels, qui est un peu un des premiers groupes hôteliers à passer entreprise à mission. C'est quoi l'entreprise à mission pour toi et pourquoi ce choix-là? L'entreprise à mission, on inscrit dans nos statuts, donc c'est très fort, hein, on inscrit dans nos statuts notre mission, qui n'est pas juste être une société rentable et enrichir les actionnaires, mais qui est d'avoir un apport positif à la société. Et donc, par ce moyen-là, par cette contrainte qu'on va s'imposer en tant qu'entreprise à mission, on va en fait se donner des objectifs qui sont qualifiables, quantifiables, mesurés dans le temps, et avec des comités d'audit. Donc là, on a eu notre premier comité d'audit après 2 ans qui est venu auditer justement le fait que on avait pris des engagements qu'on a bien tenus et pour nous pousser à avoir de nouveaux engagements sur les 2 années à venir. Donc c'est un comité de suivi et donc c'est très fort cet élément-là. Et inscrire ça dans nos statuts, pour nous, c'était quelque chose d'extrêmement valorisant de se dire, en fait, on a créé une entreprise, on fait partie de ces entreprises à mission qui vont chercher le moindre détail sur tous ces sujets-là pour s'améliorer au quotidien. Waouh. Donc c'est génial, c'est vraiment très plaisant. Ça se ressent aussi dans ce que tu dis et en effet, autant tout à l'heure j'avais envie d'être client, là j'ai même envie d'être collaborateur, donc bravo. C'est le moment recrute, hein, si tu veux.
On recrute, mais j'ai l'impression que t'es bien occupé parce que pour te suivre sur LinkedIn, par exemple, j'ai l'impression que t'es pas beaucoup important quand même. C'est génial, là, tu viens de me hameçonner. Écoute, je vais réfléchir à candidater s'il y a une place pour moi, mais oui, je suis pas mal occupé de l'autre côté. Je te propose un petit jeu qui s'appelle mots-clés contre bénéfices. Je te donne les règles. Tu nous partages un mot-clé qui, s'il est utilisé par nos auditeurs, soit en commentaire de cette vidéo sur YouTube, soit ça peut être Apple Podcast ou Spotify, ils obtiennent en échange un bénéfice de ton choix. Et cette fois-ci, ça n'est plus un code promo puisqu'on l'a déjà donné. Ah, je peux pas Si, utiliser. Tu peux faire ce que tu veux. Alors, je peux répéter le code promo. Ok. Qui sera Insiders pour le répéter. Okay. Donc, mettez Insiders en code promo sur notre site internet. Vous aurez une réduction sur le meilleur prix de la période. Parfait. Et moi, j'aimerais voir aussi, parce que là, ces personnes-là nous ont écoutés. Oui. J'aimerais aussi les écouter et comprendre. Moi, ce que j'adore, c'est visiter nos résidences et faire juste interrompre comme ça nos voyageurs et dire bonjour, je m'appelle Grégoire, je fais partie de l'équipe Edgar Suite. Comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, etc. J'adore poser ces questions-là parce que avoir en fait, être proche du terrain, c'est une nécessité quand tu es directeur des opérations. Quand ton métier, c'est de faire en sorte qu'on ait plus que 9 sur 10 sur Booking.com. Il faut comprendre exactement tous nos voyageurs. Et parfois, il y a un filtre qu'ils vont mettre dans leurs commentaires. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'on va pas réussir à avoir. Donc, y aller et aller faire des questions, en tout cas poser des questions ouvertes à nos voyageurs, j'adore. Et donc moi j'aimerais bien avec tes auditeurs et auditrices les rencontrer et donc faire l'accueil moi-même et surtout passer un petit moment, essayer de comprendre leur motivation, ce qu'ils aiment dans l'hôtellerie et voir parce que tu fais partie de ces personnes qui vont qui sont des fans d'hospitality sur l'excellence opérationnelle et c'est des gens probablement qui ont du goût pour tous ces sujets-là. Donc j'aimerais avoir leur retour et donc j'aimerais les accueillir soit à l'arrivée, soit lors de leur départ, pour pouvoir passer un moment avec eux et recueillir de plus près ce que une fleur des écouteurs. Donc vous allez sur le site web Edgar Suite, vous mettez le code Insider, vous avez 10% de promo et vous allez sur le commentaire de cet épisode-là, vous mettez aussi Insider et comme ça, moi, je vous mets en lien directement avec Benoît, avec Grégoire. Je me confonds Grégoire, Benoît, Edgar, je sais plus qui est qui. Ouais, t'en fais pas, j'étais pas le premier. Et je vous mets en relation donc avec Grégoire pour qu'il fasse ou l'accueil ou le départ. On a un package là. Bah c'est pas mal. Hein. on essaie. Donc c'est génial. Non, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un voyage. Ah, c'est super. Et puis des réservations directes, c'est pas mal quand même. Absolument. Il faut aussi pousser ça. Nos insiders qui sont hôteliers sont sensibles à la partie distribution. J'imagine. Je peux comprendre. On va élargir et revenir un petit peu sur toi pour clôturer avec mes questions signatures. La première que je voudrais te poser, c'est si tu pouvais faire un voyage dans le temps, revenir en arrière, à un autre moment de ta carrière, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Et bien sûr, si oui, qu'est-ce que ce serait? Ouais, c'est à l'ado ou le post-ado que j'étais. Non, c'est de lui dire ose, vas-y, fonce. Arrête de te mettre des barrières. En fait, on a beaucoup de barrières qu'on nous met, que la société nous impose. Et en fait, d'oser, c'est juste ce qui nous a permis et ce qui me permet aujourd'hui d'être quelqu'un d'épanoui et d'adorer mon travail. C'est d'oser au quotidien. En fait, l'entrepreneuriat, c'est avoir une idée, la mesurer et y aller en fait, de pousser systématiquement et de jamais se reposer sur de dire ah bah oui mais vous inquiétez pas on a des super notes sur les OTA, ça suffit, il faut pas bosser. On est en fait des dingues de détails en fait. On est vraiment c'est assez usant nous-mêmes nous trois fondateurs, mais aussi pour le reste de nos équipes. C'est une maladie que je connais. c'est que c'est une somme de détails et donc cette somme de détails il faut systématiquement pousser ces sujets etc. Bien sûr. Et donc plus jeune j'osais pas déranger, bousculer. Et en fait, avec l'entrepreneuriat, je suis devenu très bon là-dedans pour déranger, bousculer, être assertif et en fait trouver tout le temps des solutions. Parce que les voyageurs, ils sont de plus en plus exigeants. Les compétiteurs qu'on a, ils sont meilleurs avec le temps et ils vont systématiquement s'améliorer. Donc nous on veut pas se faire passer devant par ces compétiteurs et on veut que les voyageurs continuent à privilégier de venir chez nous et que ce soit un super rapport pour eux, rapport qualité-prix mais aussi expérience de voyage, que ce soit la plus positive possible et que comme on a des voyageurs qui restent en moyenne 5 jours chez nous et qui se disent voilà quand je viens entre 3 et 10 jours, Edgar Suite c'est vraiment la meilleure solution de voyage et ça c'est mon objectif de continuer ça. Wow. Très important. Top. Tu as une recommandation de lecture? Voilà, de lecture. Entrepreneur, non, peu importe.
Je pense que c'est peut-être, je dirais Le Monde d'hier, qui est un livre de Stefan Zweig, qui est une quasi-autobiographie sur sa vie, et que j'ai trouvé que c'est un livre qui est magnifique, sur lequel il va parler de l'Europe, surtout du début du XXe siècle, et à travers sa vision romantique du voyage, sa vision romantique de l'art, de la culture, des échanges entre les esprits les plus brillants de l'époque, mais c'est aussi sa vision de l'atrocité du début du XXe siècle sur la guerre, les nationalismes, le rejet de l'autre. Et je trouve dans ces temps un peu troublés, je dirais, où la montée des extrêmes se fait de plus en plus prégnante dans nos sociétés occidentales, relire Zweig et relire Le Monde d'hier et sa vision romantique, je trouve qu'elles permettent d'ouvrir l'esprit et de comprendre à quel point l'Europe, les nations, la culture est quelque chose de central. Génial. Voilà, je dirais ça. Tu n'as rien à voir avec l'hôtellerie. C'est très bien. Désolé, tu nous as fait un magnifique pont. On aime bien ouvrir sur autre chose. C'est l'idée aussi de cette partie-ci. Dans cette direction ou une autre, est-ce que tu as une citation favorite? Il y en a une que j'aime bien, c'est les chanceux sont ceux à qui arrivent à tout, et les malchanceux sont ceux à qui tout arrive. Et en fait, c'est un peu, c'est Eugène Labiche, je crois, qui fait ça. Et c'est juste une éloge et surtout une ode à la persévérance, et qu'en fait, la chance se provoque. Et que, en fait, ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Ose, dépasse et mouche-toi. C'est pareil. En fait, complètement. Je pense ça, et cette citation, je la trouve très adaptée. Il y a une notion d'audace, là-dedans. Ouais, il y a une notion d'audace. Qui me plaît beaucoup. Ouais, qui est pas mal pour les audacieux que nous sommes. Voilà. La chance sourit aux audacieux. Voilà, exactement. La chance sourit aux audacieux. Qui aimerais-tu voir et entendre sur Hospitality Insiders? Quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un ami qui s'appelle Adlen JKF, qui est un ancien d'Airbnb, et qui a monté là sa société, et qui est quelqu'un qui fait à la fois de la gestion de location courte durée, mais qui a aussi une vision de l'hospitality qui est très neuve, très différente, qui a un parcours hors du commun, et qui est quelqu'un que je trouve fantastique. Donc Adlen est la personne que je recommanderais pour un prochain épisode. Eh bien, tu nous mets en relation avec Adlen, avec grand plaisir. Je serais ravi de pouvoir l'accueillir sur ce podcast. On a beaucoup parlé d'échanges avec toi, justement, quelqu'un qui aimerait te contacter, quel est le meilleur moyen de le faire? Sur LinkedIn, je pense. LinkedIn est le moyen le plus simple de me contacter. Parfait, on mettra le lien. C'est le moment de clôturer cet épisode. C'est le seul moment où je ne rebondirai pas sur ce que tu dis, même si j'en aurais probablement envie. Donc c'est le mot de la fin. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? Le message, c'est qu'on fait un métier que je trouve fabuleux, dans lequel on va accueillir des voyageurs du monde entier. Là, on est à la veille de la cérémonie d'ouverture des JO. On va accueillir le monde entier, et c'est juste le plaisir qu'on a au quotidien, c'est de créer des expériences de voyage. Et en fait, hôtellerie ou autre forme d'hôtellerie, d'accueil de voyageurs, en fait, on fait un métier fabuleux, et donc on a beaucoup de chance. Et j'appelle tous ceux qui sont sensibles à ce discours sur l'hospitalité et sur tous les sujets qu'on a évoqués. S'ils souhaitent changer de carrière ou juste nous rejoindre, on a des postes qui sont ouverts dans plusieurs pôles chez Edgar Suite, et ça serait vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec ces personnes-là. Voilà, s'il y a des auditeurs et auditrices intéressés.